J'avais honte de mettre le mot respiration sur LinkedIn parce que je me suis dit, mais je vais passer pour une guignole. Qui va me lire LinkedIn, j'ai osé prendre la parole après avoir démissionné parce que justement, j'avais peur du conflit d'intérêts avec mon employeur. Si j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir commencé à écrire sur LinkedIn avant. Tu touches un vrai sujet. Il y a une étude aux US qui a été menée sur les salariés qui prennent la parole sur LinkedIn. En fait, en moyenne, ils ont des rémunérations 30% plus élevées que les autres. Toute la pertinence, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le tunnel que tu as. C'est-à-dire comment tu embarques quelqu'un qui va juste croiser un post, attirer son attention, attirer son intérêt, le fidéliser par rapport à ce que tu écris et ensuite le rendre fan pour qu'il vienne consommer chez toi. Avant de commencer, je voulais te partager un outil qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur indépendant. Time. J'ai toujours détesté l'administratif et je perdais un temps fou à faire mes devis, faire mes factures, les stocker, les envoyer. Depuis plusieurs mois, j'utilise Time, qui est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché. Ça me prend littéralement 30 secondes de créer une facture officielle, ils ont un compte pro pour les indépendants et des outils intégrés avec les experts comptables. Bref, j'aurais bien aimé le connaître plus tôt dans mon parcours d'indépendant, c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec Time, qui est mon partenaire sur cet épisode, et de vous le partager. Si vous êtes freelance ou entrepreneur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concrètement, ça veut dire qu'il y a leur logo qui s'affiche en bas de l'écran pendant l'épisode. Je mets aussi leur lien en description pour celles et ceux qui veulent gagner des heures sur leur devis et leurs factures. Salut Sarah. Salut Mathieu. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Bonne Réputation. Toi, tu mets ta réputation au service du bien-être ou du mieux-être. Enfin, tu me diras le meilleur terme. Tu as déjà, si j'ai bien fait mes devoirs, tu as déjà accompagné, en tout cas aidé plus de 1800 personnes à mieux respirer. Oui. Tu t'es lancé seul, tu as créé ta propre méthode déposée, parce qu'il y a un petit R, tu m'expliqueras comment on fait ça, qui s'appelle respiration rythmique ou rhythmic breath. Désolé pour sorry for my English. Tu cibles à la fois des particuliers et des entreprises. J'ai vu que tu avais quand même une audience sur LinkedIn de plus de 10 000 personnes, une audience sur Instagram de plus de 13 000 personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le milieu du bien-être, du mieux-être, c'est un milieu qui est fortement concurrentiel quand même. Et je voulais savoir comment tu avais réussi à sortir du lot en partant de zéro, en te lançant seul, sans budget pub. Et savoir aussi, ça m'intéresse particulièrement, quel rôle avait joué la création de ta méthode dans tout ça. Mais avant, je vais te laisser te présenter, toi et ton activité. Trop cool. Et écoute Mathieu, je suis ravie d'intervenir sur Bonne Réputation parce que tu mets à l'honneur un secteur qui n'est pas souvent mis en valeur sur les podcasts branding, marketing et qui parle business. Et aujourd'hui, on va oser parler business sur un secteur qui en a cruellement besoin. Donc vraiment, merci pour ton invitation et de me donner la voix aujourd'hui et la chance de pouvoir partager ça. Donc moi, je m'appelle Sarah avec 2 R et j'ai beaucoup d'air dans ma vie parce que j'ai créé la méthode effectivement de respiration rythmique. En réalité, c'est Rhythmic Breath qui est déposé parce que respiration rythmique est un nom commun. Mais j'ai choisi de surfer sur la vague d'un nom commun pour que ce soit perceptible et compréhensible par tout le monde. Donc j'accompagne grâce au souffle, qui est rythmé en musique, et par le pouvoir des mots, de la visualisation, j'en ai fait des sortes de coaching immersif. Donc c'est en cela que j'accompagne les particuliers et les entreprises. Les particuliers à se sentir mieux, à dépasser des blocages, à libérer les émotions et réellement à se reconnecter à eux-mêmes. On me parle même de sensation de s'être rencontrés à nouveau, donc c'est super introspectif. Et puis les entreprises, je les accompagne sur des team building, sur des séminaires, sur des conférences et je suis extrêmement ravie de nouer des partenariats B2B2C, on va en parler, en intervenant aussi dans des salles de sport et auprès d'agences d'événementiel. Donc si tu veux, aujourd'hui, je suis extrêmement épanouie dans ce que je fais, mais je te dirais que ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Et c'est peut-être un peu ça aussi qui m'a poussée à réellement voir ce dont moi j'ai envie, ce que j'ai envie de partager. Et tout ce que je fais émane de cette envie profonde et c'est ce qui fait en fait l'unicité et tout l'alignement du reste. Trop bien, merci pour la présentation. Je tiens à témoigner, on a fait 2 minutes de respiration avec Sarah juste avant le début de l'épisode. J'ai jamais démarré un épisode aussi détendu. Ah, cool. Ouais, trop bien. Et j'ai plein de questions sur la partie business. On va oser parler business. Avant, j'ai quand même quelques questions sur toi. En fait, j'ai vu que tu avais été consultante avant. Oui. Je me demandais en fait ce qui t'avait amené à lancer ton activité. Oui.
Je pense que tu vas te reconnaître dans mon portrait. On est un peu de ceux qui ont fait des parcours grande école, des personnes assez sérieuses et posées, on va dire, dans leur vie, d'habitude bien dans la case. Et moi, j'aime bien être dans la case parce que tout ce qui est, on va dire, relatif au positionnement social de la carrière, et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours drivé. Donc, j'ai toujours voulu beaucoup travailler pour vraiment avoir une voix. Et souvent, j'ai encore des discussions avec d'autres entrepreneurs. Oui, je suis assez câblée réussite. Et en atterrissant dans le monde de l'entreprise, en fait, je me suis rendu compte que le quotidien n'était pas aussi joyeux que ce que j'avais imaginé. Et j'ai été un peu, on va dire, perplexe. Mais ça allait, tu vois. Je continuais à aller travailler, et je progressais une année après l'autre, mais toujours en me posant une question. Et je faisais partie de ces consultants qui se disaient un jour je changerai de voie, un jour je monterai ma boîte, un jour j'ouvrirai un resto, un jour je ferai un CAP pâtisserie. Et ça existe vraiment en fait parmi les personnes qui ont fait les grandes écoles et qui ont ce rêve-là de pouvoir un jour revenir à quelque chose de plus tangible, peut-être un peu plus artisanal aussi, parce que les slides au bout d'un moment c'est épuisant, on ne voit pas l'aboutissement de ce qu'on fait, tu vois. Sauf qu'en 2018, j'ai vraiment connu un épisode qui a été très compliqué à Hong Kong. Donc, je faisais de l'audit à une échelle internationale et je voyageais énormément. Et sur une mission à Hong Kong, ça s'est extrêmement mal passé. C'est-à-dire que j'ai ressenti un réel besoin de soutien. Sauf que on était 3 personnes sur la mission pendant 3 mois à vivre dans un hôtel. Et en fait, ma vie vraiment se résumait à travailler, dormir, travailler, dormir. Donc, c'était un peu une sorte de machine à laver que j'ai mal vécue. Et c'est vraiment avril 2018 qui m'a dit « Non, mais c'est sûr, je vais faire quelque chose autour du bien-être, mais je ne savais pas encore quoi. » Et donc après, donc j'ai quitté ce poste et je me suis réinstallée à Paris. Et en fait, à Paris, je suis passée un peu par des entreprises. J'ai passé 1 an et demi dans une entreprise où j'étais en charge de partenariat. Et donc, c'est un site web. Et c'est là où j'ai eu la curiosité et l'appétence justement d'être un peu plus câblée marketing digital. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai cette sensibilité-là aujourd'hui. Et ensuite, j'ai repris un boulot de consultante chef de projet. Ok, hyper intéressant. Ouais, jusqu'au jour où. Mais attends, justement, moi j'ai eu un peu ce moment-là aussi dans ma vie, parce que j'étais en entreprise avant, puis ensuite je suis allé en start-up, puis maintenant indépendant. J'ai eu ce moment aussi où j'avais l'aspiration à faire autre chose, l'aspiration du changement, mais j'avais pas encore l'élan vers un truc précis. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenue Madame Respiration? Parce que... Eh ben, c'est un peu, tu l'as dit, hein, c'est l'aspiration qui vient. En fait, pour moi, c'est bizarre ce que je vais dire, mais ça a été extrêmement physique. C'est-à-dire qu'en 2021, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai fait vraiment énormément d'activités et ça m'avait vraiment fait du bien. Et je me suis dit, je vais commencer à me former, tu vois, pendant Covid. Et franchement, ça a commencé de manière très basique et je le partage aussi de manière très sincère. J'avais de l'argent sur mon compte CPF. Je me suis dit, est-ce que je peux commencer à me former pour voir ce qui me plaît aussi. Donc, ma première formation était une formation de sophrologie que j'ai faite en parallèle de mon salariat. Ok, donc j'ai déjà mis en fait un petit orteil juste pour... toucher à cette eau et un peu mesurer la température pour voir comment ça se passe dans d'autres secteurs. Et je me suis un peu prise au jeu parce que au fil des lectures et de mon intérêt, en fait, j'avais un peu un side qui commençait à grandir dans ma tête, mais rien de concret. Et j'ai lancé ma micro-entreprise en parallèle de mon salariat. Ouais. Okay, parce qu'on est aussi, je pense, sur des profils qui sont très averses au risque. Et aujourd'hui, je décomplexe tout le monde parce qu'en fait, tout le monde flippe quand on lance une boîte. C'est extrêmement flippant de vivre l'incertitude, financière, de l'avenir, et 3, la pression que l'on a en fait en termes de vente et en termes de rentrée d'argent, y compris sur le long terme. On réfléchit à sa retraite, on réfléchit à ses investissements immobiliers, on réfléchit à sa vie personnelle et toute la vie est réorganisée quand on lance une entreprise. Donc, faire un side, en fait, c'est extrêmement... je trouve que c'est une voie qui est extrêmement intéressante. Et donc, tu vois, l'aspiration, il est venu sur le side. Donc, comme j'ai eu la casquette sophrologue, puis ensuite sophrologue en entreprise, j'ai commencé à me spécialiser petit à petit et à toujours pratiquer sur moi. Et c'est en pratiquant sur moi que j'ai vu qu'est-ce qui, moi, me faisait du bien. Et je vais prendre, là, pour le coup, de l'avance sur notre épisode de podcast. J'ai commencé à créer une communauté sur un pseudo qui s'appelle Sarah Destress, pour justement à chaque fois tester ce que j'apprenais en cours.
Donc en fait, j'apprenais, je testais, mais à côté, j'étais toujours salariée. Ok. Et Sarah Destress, c'était sur Instagram. C'était sur Instagram. Ouais, mais basculons là-dessus. Moi, il n'y a pas de. Je voulais te poser des questions sur tes réseaux sociaux, etc. Comment t'avais fait. Allons-y là-dessus, parce que le milieu du. Comment t'appelles ça d'ailleurs? C'est le milieu du bien-être, du mieux-être, Alors, du moi, coaching, aujourd'hui, du dev perso? Franchement, aujourd'hui, le mot qui me parle le plus, c'est santé. Santé. Et tu vois, c'est quand même un milieu saturé. Enfin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de coachs, etc. Et moi, ça m'intéresse de savoir. Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un qui te voit, il te dit, bon, bah, elle est installée, quoi. Elle est identifiée sur la respiration rythmique. Elle a une bonne audience. Mais comment... Et elle accompagne des entreprises et des particuliers, très bien. Mais au début, comment tu fais? Parce que Insta, enfin, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu fais, comment tu as eu tes premiers clients. Parce que même sur Insta, c'est difficile de choper des clients, enfin, d'attirer des gens. Ouais, Insta, c'est dur. En fait... Donc comme j'ai été déguisée pendant un peu 6 mois, 1 an sous ce pseudo, je me suis autorisée beaucoup de choses. C'est-à-dire que je me suis autorisée de la création de contenu qui était absolument nul, avec des couleurs qui n'allaient pas ensemble, avec des posts franchement qui floppaient. Mais pour moi, c'était un test. Et je pense que, tu vois, s'autoriser à échouer quand on démarre, c'est très important. Même si c'est sous le couvert d'un pseudo, d'une casquette, etc., c'est comme en fait quand on apprend à pâtisser, on réussit pas tout de suite le gâteau, mais on commence à mettre la main à la pâte. Et donc ça, je trouve que franchement, si aujourd'hui je fais un petit feedback neutre de la manière dont j'ai démarré, je pense que ça a été une des clés de la réussite. C'est-à-dire que je me suis autorisée à échouer, juste en me disant c'est autorisé parce qu'en fait c'est pas exactement toi vu que tu joues un rôle. Ouais. Et puis Instagram, j'ai commencé à accompagner des personnes, tu vois, sur une consultation one-shot de temps en temps. Mais il faut savoir que moi, quand j'ai fini ma formation de sophrologie, je pouvais avoir 2-3 personnes par mois. 2-3 consultations par mois. Au bout de combien de temps tu as eu des premiers clients? Parce que là, je retiens que tu t'es lancé sur Instagram. Oui. Donc c'est comme ça que tu pouvais te rendre visible. Oui. Et je me demandais, sur Instagram, au bout de combien de temps et du coup, quel rythme aussi, quelle intensité t'y mets? Parce que je pense que ça joue. Oui. J'y étais tous les jours. Ok. Je suis un peu fric là-dessus, c'est-à-dire que j'aime bien aller vraiment au fond des choses. Et pour le coup, l'investissement de temps sur Instagram au départ était énorme. Ok. Et c'est ça qui a engendré la bascule vers la démission. C'est que quand je me suis rendu compte de l'ampleur de la communication, plus du potentiel que je pouvais avoir, en fait, j'ai vraiment eu de plus en plus de frustration au travail. Et j'ai préféré quitter en de bons termes avec mon employeur en disant là, franchement, j'arrive plus à rentrer dans les projets et je préfère partir. Parce que de toute manière, une casquette de consultant, on la garde toute sa vie. Je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui peut arriver en fait? Je reviens dans le conseil. Ouais. Donc, tu vois, le side, il a permis de rassurer. Et donc, avoir 2-3 clients par mois, au début, ça me faisait pas très peur dans le sens où je savais que j'allais pas finir sophrologue. Et je savais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, la deuxième formation, pour moi, elle a été le breathwork, donc une forme de respiration holotropique et très intense. Et il y a eu des choses que j'ai récupérées de la sophrologie, des choses que j'ai récupérées du breathwork. Et c'est là où, en mars 2021, je me pointe en story. Je devais avoir entre 400 et 500 abonnés sur Instagram. Et je me souviens, c'était la guerre en Ukraine commençait. Et j'avais eu en consultation 2 personnes et elles étaient vraiment dépitées. Et c'était vraiment la journée où il pleut à Paris, il fait moche, t'as l'impression que t'es vraiment au bout du rouleau. Et je me suis pointée en story et j'ai dit à tout le monde, est-ce que vous voulez pas qu'on passe un moment ensemble? Et je vais vous imaginer une séance juste qui fait du bien. Et comme je me suis engagée sur un événement gratuit, et en fait, j'ai fait kiffer tout le monde et je me suis fait kiffer aussi. Parce qu'en fait, pas d'attente en face, totale liberté de mon côté. Et donc, j'ai créé un flow respiratoire de A à Z en rassemblant ses compétences et en mettant de la musique. Et comme je pense que je suis quelqu'un de très kinesthésique et sensible, tu vois, à la musique, j'ai bien choisi la musicalité qui est en rythme avec la respiration. Et c'est exactement comme ça qu'est née la méthode. Génial. De manière très intuitive. Parce que pendant cette séance, j'ai eu 20 personnes qui se sont présentées donc, sur Zoom et qui ont redemandé la deuxième. Et puis la troisième. Et à partir de mars 2021, j'ai organisé des cours toutes les semaines. Génial. Donc, depuis mars 2020. Donc ça fait 3 ans. Là, on est... Parce qu'on est en 2024. Ou alors c'est peut-être mars 2022.
Je me suis perdue. Bon, c'est pas très grave, ça fait 2 ou 3 Oui, ans en t'as tout cas. raison, t'as raison. C'était peut-être 2022. T'as Si raison, tu disais excuse-moi. guerre en Ukraine, etc., je pense que c'était 2022. Et ok. Parce que j'ai démissionné en décembre et ça s'est passé en mars. Et alors, ok, et juste donc pour récapituler, tu t'y mets en parallèle de ton taf, parce que ça c'est important. Oui. Tu investis beaucoup de temps sur Insta, Oui. beaucoup d'heures. À un moment, tu as le déclic, parce que tu te dis, non, bah là, ça me prend trop de temps et j'ai déjà des premiers clients, 3 consultations par mois. Ça t'a mis combien de temps à avoir ce déclic, juste pour les gens, pour savoir 2 mois, 3 mois, à te dire, en fait, c'est bon. Enfin, tu vois, je me rends pas compte du temps d'investissement sur Insta avant de se dire, c'est bon, j'ai assez de clients, tu vois. Je suis pas arrivée au stade où c'est bon, j'ai assez de clients. Ok. Je suis arrivée au stade où je n'ai pas assez de temps pour aller chercher le nombre de clients que j'ai envie d'aller chercher. Mais tu avais eu des premiers. Mais j'avais eu des premiers. Donc ça m'a validé que j'étais pas trop mauvaise. Tu vois. Et ça, mais c'est au bout d'une semaine ou au bout de 3 mois? Non, je me rends pas compte. 3 mois. 3 en mois, fait, ok. j'ai vraiment ouvert mon compte Instagram en juin. Donc tu as raison, c'était en juin 2021, j'ouvre mon compte Instagram. Ouais. En septembre 2021, je commence à exercer. En décembre 2021, je démissionne. En mars 2022, je fais le truc à ma sauce. Génial. Ok, trop cool. Donc c'est important que tu le dises parce que ça prend quand même du temps. Je pense qu'il faut juste se le dire, que ça prend du temps et c'est du taf, quoi. Oui. Et ok, donc toi, tu as démarré sur Insta. Et moi, je me pose toujours la question, déjà, tu as réussi à avoir des clients sur Insta. Et j'accompagne pas mal de gens qui galèrent sur Insta. Oui. Mais aujourd'hui, et moi, c'est comme ça que je t'ai connu, tu es sur LinkedIn. Oui. C'est quoi qui a fait la bascule? Tu étais déjà ou... Non, j'y étais pas du tout. Ok. Alors, Instagram, moi, c'est un réseau social. Et je suis sur Instagram pour parler avec la communauté, pour partager une vision et pour être proche des personnes qui sont sensibles à mon message. Ouais. Mais je n'ai pas une attente vraiment d'acquisition sur Instagram. Et moi, aujourd'hui, mon business model, il est essentiellement centré vers le développement de partenariats. Okay. Donc, si tu veux, Instagram, c'est la maison. Tout le monde est là. Je poste beaucoup de contenu éducatif et j'essaye de donner de la valeur. J'essaye d'emmener les gens, en fait, aujourd'hui, vous vous sentez comme ça, regardez, il y a cette solution-là. Est-ce que vous avez déjà essayé de donner aussi du contenu qui fait du bien? Je suis très wellness, j'essaie d'amener du contenu très positif, tu vois, sur mon compte Insta. Mais LinkedIn, pour moi, c'était une évidence que je devais me lancer sur LinkedIn pour l'aspect entreprise. Okay. Et ça, je trouve que c'est important parce que souvent, dans les personnes qui travaillent dans le bien-être, on a quand même beaucoup de coachs, de naturopathes, de sophrologues et d'hypnothérapeutes qui viennent faire ces métiers-là par passion, par aspiration, par reconversion. Ouais. Et en fait, quand on fait une reconversion, et ça, je tiens vraiment à le dire, on n'efface pas ses compétences passées. Et quand on vient du monde de l'entreprise, en fait, on garde des compétences qui nous différencient. Et je vois beaucoup de personnes qui n'osent pas, par exemple, lancer l'hypnose en entreprise. Alors qu'aujourd'hui, l'hypnose en entreprise peut être extrêmement intéressante pour aider les personnes à mieux gérer le stress et l'anxiété. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en recherche et qui sont ouvertes en fait, à ce genre de pratique, tu vois. Ouais. Mais simplement par une croyance que je pense être une croyance limitante, on se dit je ne vais jamais avoir ma place. Comment tu peux savoir que tu n'auras pas ta place si tu n'as jamais essayé ? Et en fait, tu vois, en partant de cette logique-là, je me suis dit, LinkedIn, en fait, c'est la continuité de mon histoire. Et moi, je ne dis jamais que j'ai fait une reconversion. Je dis toujours, je suis en train de lancer mon projet. Ok. Tu vois ? Non, mais super intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que globalement, il y a de la place pour parler bien-être sur LinkedIn, quoi. Oui. Ouais. Mais tu vois, ça, c'était extrêmement compliqué. Contrairement à Instagram, LinkedIn, j'ai osé prendre la parole après avoir démissionné parce que justement j'avais peur du conflit d'intérêts avec mon employeur. Okay. Et je ne savais pas comment être à la fois salarié et en même temps communiquer sur LinkedIn. Et je le dis très souvent, si j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir commencé à écrire sur LinkedIn avant. Parce qu'en fait, on a le droit d'être salarié en étant soi-même. Oui, puis surtout le compte LinkedIn, il t'appartient en fait. Du moment que tu divulgues pas ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est divulguer des infos de ton entreprise, mais l'entreprise, elle a pas, c'est ton compte, quoi. Exactement. Mais tu vois, là, je pense que si on sonde 100 salariés, tu vas en avoir 99 qui vont pas oser écrire sur LinkedIn de peur d'être vu par les collègues, de peur de pas savoir en fait amener le bon message et d'assumer aussi la posture de se dire moi j'ai envie de créer du contenu, ça peut être du contenu voyage, du contenu sport, mais oui, ça existe en fait. Et c'est un vrai sujet. Il faut juste le savoir. Tu touches un vrai sujet parce que
il y a beaucoup de salariés qui s'empêchent de poster sur LinkedIn, de prendre la parole, alors qu'il y a une étude qui a été menée, j'ai plus la source, une étude aux US qui a été menée sur les salariés qui prennent la parole, en gros qui développent une marque personnelle, un personal branding sur LinkedIn. En fait, en moyenne, ils ont des rémunérations 30% plus élevées que les autres, parce qu'en fait, quand tu développes une audience, etc., bah forcément, tu as beaucoup plus de demandes, tu es plus visible. Potentiellement, tu vas même choisir ton employeur. Exactement. Et c'est un levier énorme. Et je pense que c'est même bénéfique pour les entreprises. C'est toujours bien d'avoir des employés qui sont ambassadeurs, qui prennent la parole. Donc, il y a vraiment cette peur, je la comprends, mais il y a vraiment un levier à exploiter qui est sous-exploité, quoi. Et aussi, je pense que... Tu vois, c'est grâce à des personnes comme toi qui permettent aussi d'ouvrir ce genre de perspective, parce que je te promets que je n'étais même pas consciente de cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'il était inenvisageable pour moi de prendre la parole sur un réseau social alors que je suis salariée. Et je pense que quand on est salarié, automatiquement, on se conforme à une case, à une fiche de poste, et on n'ose pas faire de bruit en dehors de son métier et de son lieu de travail. Et en fait, si j'avais suivi des créateurs de contenu salariés qui postaient à l'époque, peut-être que ça aurait planté une petite graine. Et je trouve que moi, les entreprises qui aujourd'hui forment leurs propres salariés à l'écriture sur LinkedIn, mais moi j'adore ça parce que c'est typiquement le genre d'entreprise, je me dis mais en fait ils redonnent une sorte de pouvoir à leurs salariés. Et je pense que quand tu fais monter tes salariés en compétences sur LinkedIn, tu peux avoir énormément de bénéfices. Tu leur apprends à bien communiquer avec tout le monde. T'imagines le nombre d'IT qui communiquent de manière très vulgarisée sur LinkedIn. Moi-même, je suis des personnes qui sont très spécialisées dans leur domaine, mais j'arrive à comprendre ce qu'ils disent. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire au sein d'une équipe ? C'est-à-dire que quand tu gagnes cette compétence-là de vulgarisation, tout de suite, en fait, en termes de communication entre des équipes MOE, MOA, etc., le courant peut beaucoup mieux passer parce qu'on peut parler beaucoup plus simplement. Deuxième chose, tu rassures aussi les salariés par rapport à leur liberté d'expression et tu ouvres la parole, donc tu crées une sorte de culture où la parole est beaucoup plus ouverte. Et rien que pour ça, tu vois, écrire sur LinkedIn peut être extrêmement bénéfique pour les entreprises. Et je pense que elles ont tout à y gagner. C'est vraiment un shift. Il y a une petite bascule à faire, mais et en plus ça participe, je pense, à l'engagement des gens. En fait, la peur, c'est ils vont être visibles, donc ils vont partir. Mais non, en fait, quelqu'un qui prend la parole et ça va l'engager encore plus. Quelqu'un qui a envie de partir trouvera le moyen de partir. De toute manière. Et on était sur ton audience, donc j'ai quand même quelques questions. Aujourd'hui, là. Après avoir fait un peu de chemin, du coup, tu as développé ton Instagram, plus de 13 000 personnes. En gros, tu as développé ton LinkedIn, tu as à peu près 10 000 personnes, et tu es quand même très active. Je voulais savoir, cette audience-là, quand toi qui bosses, qui a une offre maintenant bien définie, qui voilà, tu as fait un bout de chemin, est-ce que ça suffit pour faire des ventes ? Et ça peut aider l'audience aussi, du podcast, les auditrices, auditeurs. Se dire à partir de combien de temps je peux avoir une audience suffisante pour faire tourner une activité, tu vois. Ah, oh là là. La question, elle est bien posée et j'aimerais tellement pouvoir te donner un chiffre ou un horizon ou quelque chose qui redonne de l'espoir, mais je suis incapable. Je suis incapable parce qu'en fait, si j'ai bien appris quelque chose, c'est que c'est indépendant du nombre d'abonnés. Tu peux très bien gagner ta vie et avoir 500 abonnés parce qu'en fait, tu as un bouche à oreille qui tourne extrêmement bien, parce que sur ton profil, si quelqu'un a entendu parler de ton nom et en fait, si la vitrine est déjà nette et que tu ne développes pas forcément le réseau social, c'est déjà super. Et je peux te dire qu'il y a des personnes qui se débrouillent extrêmement bien et qui sont complètement offline. Mais pour les personnes qui ont envie de se développer sur le digital, franchement, je pense que moi-même aujourd'hui, avec l'audience que tu décris comme étant déjà importante, je trouve toujours que c'est pas assez. Donc à partir de quel moment est-ce que je dirais maintenant ça suffit ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y a un effet de masse, c'est presque addictif. Tu arrives sur 10 000, tu as envie de cibler les 50 000, tu as envie de cibler les 100 000. En fait, ça s'arrête jamais. Et tu vois que toute la pertinence quand on est sur le digital, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le tunnel que tu as. C'est-à-dire comment tu embarques quelqu'un qui va juste croiser un post, attirer son attention, attirer son intérêt, le fidéliser par rapport à ce que tu écris et ensuite le rendre fan pour qu'il vienne consommer chez toi. Et il faut savoir aussi que moi, j'ai choisi un modèle qui est compliqué par rapport au modèle, on va dire, classique des thérapeutes qui font des consultations en cabinet. Donc, j'avais la pression pour pouvoir développer mon entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais des cours collectifs. Le cours collectif, il coûte 20 €, 30 €, 50 € pour remplir une classe, une classe, tu vois, de personnes qui viennent faire un cours collectif. Il faut avoir
de la masse, il faut créer du contenu en termes de volume. Et donc, comme j'avais ce challenge-là, ça m'a énormément motivée, tu vois. Mais si moi, le cabinet se remplissait, bah pourquoi je me mettrais le couteau sur la gorge? Donc, en fait, si tu veux, c'est un mal au départ qui a entraîné cet effort de ma part de me dire, je vais porter mon message parce que je crois dans les cours collectifs que je donne. Et aujourd'hui, ok, avec 13 000 sur Insta, Oui. 10 000 sur LinkedIn, Oui. tu remplis des cours collectifs. Exactement. En physique. Donc Et en ligne. Et en physique et en ligne. Exactement, Ok. oui. Donc, Ok. je donne des cours collectifs en ligne que je Ouais. gère toute seule. Trop bien. Donc là, pas de frontières géographiques. Exactement. Pas de frontières géographiques. Si j'ai 2 personnes ou 200 personnes, pareil, donc produit clairement scalable. Et par contre, le présentiel, c'est là où LinkedIn m'a été utile et c'est là Ok. où Instagram aussi m'a été utile. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que je passe donc par des salles de sport Ouais. pour implanter mon nom sur différents lieux. Et là, effectivement, la salle de sport relaie le fait que j'interviens chez eux. Et donc, ça me crée aussi des relais dans la vraie vie. Ok, trop cool. Et quand même, du coup, en 2 ans, tu as développé une belle audience. Tu dis, bon, ça suffit. Enfin, c'est jamais assez, mais tu as déjà fait un beau chemin. Qu'est-ce qui t'a fait exploser? Parce qu'il y a forcément des moments où... Ouais, quels sont les leviers qui ont fait que tu as pris de l'audience et que ça a fonctionné, quoi? Si je te montre mes courbes, Ouais. tu verrais qu'elles sont extrêmement lentes C'est vrai et extrêmement croissantes. Parce que je pense que j'ai pas eu, par exemple, un réel viral qui m'a amené 5000 personnes d'un coup. Ok, Et non, en fait, j'ai toujours été dans la constance. C'est-à-dire que mon contenu, il est toujours à peu près d'une qualité plus ou moins similaire. Aujourd'hui, mon compte Instagram, avant, j'osais pas. Avant, je voulais tout mettre en spontané. Et j'avais la croyance que si je programme, ça allait plus être spontané parce que j'allais plus être dans l'énergie du moment et que le post allait pas prendre et tout. Aujourd'hui, Instagram, c'est 1 mois d'avance. ok. Donc, j'ai des posts tous les jours qui sont prévus. Et tu vois, ça, clairement, c'est une question qui est non négociable pour moi. C'est-à-dire que par mois, je prends 2 jours pour préparer tous mes posts Instagram. Trop bien. Ensuite, sur LinkedIn, comme c'est du contenu plus inspirationnel, là, je suis vraiment, moi, en train d'écrire le post pendant que je poste. Ok. Donc, ça m'a permis de dégager du temps pour me recentrer sur des posts sur LinkedIn. Et en même temps, je continue à poster des stories aussi quotidiennes pour être présente avec la communauté. Donc, c'est comme ça que je m'organise un peu, tu vois, dans la vie de tous les jours. Un post par jour, un Reels par jour sur Instagram? Plutôt un post. Je suis plus à l'aise avec les iconographies, c'est l'expérience slide en entreprise. Ok. Bah, du coup, je suis plus à l'aise sur Canva qu'en vidéo sur Instagram. Ok. Mais tu fais quand même une publication Oui. par jour sur Insta. Oui. Et c'est quoi ton rythme sur LinkedIn? Ça dépend de mon humeur. Je n'ai pas de contraintes sur LinkedIn. J'ai essayé tous les jours. J'ai vu que j'avais dégradé la qualité de mes posts. D'accord. J'ai essayé 1 fois par semaine. J'ai vu que pour le coup, comme je réfléchissais, je mûrissais davantage le post, je réussissais mieux. En général, je suis sur un rythme de 3-4 fois. 3 fois par semaine. Tous les jours sur Insta. Et tous les jours en story du coup. Oui. Et Insta, tu le programmes. Et au moins, en fait, ce que tu fais tous les jours selon l'humeur, c'est la story ou le post LinkedIn. Bah oui, exactement. Et ça te prend... Pour un peu, pour comprendre, je sais que c'est dur globalement de se le dire, mais ça te prend combien de temps versus ton activité où tu es face à tes clients en train de produire ton activité? La partie com, ça te prend combien de temps en tout? En 50%. pourcentage? 50%. Aujourd'hui, le marketing et la communication représentent la moitié de mon travail. Et heureusement que j'adore ça. Parce que c'est rigolo, parce qu'en off, tout à l'heure, on se disait ah ouais, le marketing quand même dans le milieu du bien-être, ça peut être très mal vu de vouloir communiquer. T'imagines le mot lead et prospect pour un thérapeute, c'est... Vente. Et en fait, il y a ça. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, je passe vraiment la moitié de mon temps à créer du contenu, à animer la communauté, à imaginer des idées et puis à réfléchir à la suite. Et l'autre moitié à être sur le terrain. Et souvent, je rigole parce que je dis les gens qui me connaissent en chaussettes, ils voient pas la version bureau. Et les gens qui me connaissent bureau, bah, j'espère qu'un jour, ils verront la version chaussettes. Ouais, on espère. Ok, super intéressant. 50% de ton temps, c'est balèze parce qu'en plus... tu te donnes des cours, donc tu n'as pas que des produits scalables. Enfin, à un moment donné, tu dois être en présentiel à des moments et pas être en train de faire de la com. Donc, ok, mais tu arrives à délivrer un gros volume. Et du coup, pour revenir sur le sujet, puisqu'on était toujours dans ta stratégie de com,
tu t'es petit à petit, tu t'es formé sur plein de choses. Et à un moment, tu as décidé de faire un focus sur la respiration, ce que je trouve assez malin, parce qu'en fait, il y a quand même du monde sur le bien-être en entreprise. Il y a beaucoup de gens qui font de la méditation, du yoga, Et sur LinkedIn, je sais pas, je vois pas grand monde. Enfin, moi, il y a que toi que je vois vraiment ressortir sur la respiration, et je trouve que ça paraît évident maintenant que je te vois. Oui. Mais en fait, de base, ça n'a pas dû être simple. Et voilà, ma question, c'était comment tu rends, on en avait parlé, comment tu rends sexy un truc que tout le monde fait au naturel, genre respirer, on le fait tous les jours inconsciemment. Comment tu le rends sexy à grande échelle sur un réseau pro où tu parles à des gens en entreprise, quoi. Le Rubik's Cube de ma vie est vraiment là, pendant que je t'écoutais parler, franchement merci de le mettre en valeur, parce que ça a été pendant toute l'année 2023 mon cauchemar. Déjà, j'avais honte de mettre le mot respiration sur LinkedIn, parce que je me suis dit, mais je vais passer pour une guignole, qui va me lire, qui va s'intéresser à un sujet aussi évident, et surtout qui va venir payer des cours de respiration. Et en fait, j'ai vraiment mis, je pense, 2-3 mois à mettre le mot respiration sur LinkedIn. Et par contre, je n'ai jamais mis sophrologue, hypnothérapeute, coach breathwork, parce que je refusais la case. Et tu vois, je trouve que j'ai peut-être mis du temps à assumer le côté respiration en mettant des phrases du genre je t'aide à déstresser, j'aide les salariés à aller mieux, des phrases un peu, tu vois, bateau. Mais la réalité derrière, c'est que j'ai aussi toujours refusé de me définir par une étiquette. Et respiration sur un réseau professionnel, j'ai envie de te répondre à ta question, c'est comment on fait. Aujourd'hui, je vois une seule réponse, c'est mon énergie, en fait. Vraiment, il y a des personnes qui m'ont suivi dans le délire parce que c'était moi. Et ça, c'est assez... Enfin, aujourd'hui, je le dis peut-être même presque de façon assez émotionnelle, parce que je pense que si les premières personnes ne m'avaient pas fait confiance pour les accompagner sur quelque chose dont elles n'avaient même pas conscience, et ben en fait, je pense que j'aurais jamais été là où je suis aujourd'hui. Et à chaque fois que j'ai noué un partenariat, les gens... Donc les gens, c'est qui c'est par exemple les salles de sport avec qui j'ai fait des événements récemment, qui sont Slow Wellness House qui est à Grand Boulevard, Anetka dans le 15e, My Ginger à Saint-Germain-des-Prés. En fait, à chaque fois, les gérants et les managers de ces salles m'ont fait confiance parce que c'était moi. Et ça, je trouve qu'en termes de marketing, de personal branding et de réputation, c'est extrêmement... ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que quand tu as posté tous les jours pendant 2 ans, ça fait quoi ? Ça fait plus de 600 posts. Ça fait 300 posts LinkedIn. C'est de la pression au quotidien. Tu vois, des fois, je suis en train de courir entre 2 métros, mais je pense quand même à écrire un post sur LinkedIn en attendant le métro. Il y a des posts qui me prennent 3 minutes, il y a des posts qui me prennent 3 heures. Il y a des posts qui prennent 3 heures et qui ne marchent pas. Il y a des posts qui prennent 3 minutes et qui marchent, on ne comprend rien. Je confirme, je compatis. Et rien que pour ça, avoir la satisfaction de se dire, tu vois, j'ai rien lâché et les gens suivent parce que ça transpire, que tu incarnes en fait le message que tu portes, je trouve ça franchement super fort. Toi, le message que tu portes aujourd'hui, c'est lequel ? Si on résume ta ligne édito, Moi, le message que je porte, c'est on peut tous se sentir bien dans notre vie. Ok. Et il y a un outil naturel que l'on peut activer, et c'est la respiration. Alors, on y a tous accès. C'est transportable, c'est stable, c'est... Oui. Ah, trop bien. En même temps, ça doit être difficile, et en même temps, c'est génial de te dire que tu t'accompagnes des gens avec un outil qu'ils ont déjà entre les mains, quoi. C'est ça, mais c'est ce que je kiffe. Ouais, c'est quand même vraiment très cool. Il n'y a pas de setup, allez, on va t'équiper pour que tu respires. Non. Tu respires. Oui. Et donc, ça revient à recréer l'expérience qui fait plaisir, tu vois. Ça revient à avoir une surprise là où tu n'attendais pas de vivre quelque chose d'assez extraordinaire grâce au pouvoir même de ta propre respiration. C'est quoi ? Pardon, je voulais pas te couper. Non, j'allais dire, en fait, ça redonne le pouvoir. T'imagines pas, j'ai des personnes qui vraiment sont dépitées, déprimées, et à la fin, elles ont des étoiles dans les yeux, parce qu'elles disent, mais moi, j'ai réussi à me sentir aussi bien à l'intérieur de moi, mais chimiquement parlant, c'est super dopaminogène qu'on fait, tu vois. Et donc, réussir à avoir, en fait, ce type de résultat chez des personnes, je le vois en temps réel. La couleur du corps se modifie en temps réel, l'expression du visage change, donc c'est extrêmement... Des fois, je m'imagine un peu comme un DJ sur une soirée.
Je suis là, je donne une prestation. Et en fait, l'énergie de la salle, tout ce qui est dégagé dans la salle, c'est un peu... On bosse ensemble. Donc, ce qu'eux me renvoient va, moi, me donner la force pour le renvoyer. Et je pilote donc l'énergie de la salle. Et on passe un très bon moment ensemble. Et voir les gens heureux, mais c'est genre... Franchement, tous les jours, je me lève rien que pour ça, quoi. Et ouais, j'avoue que ça doit être... Ne m'embarque pas sur ce sujet. C'est plus gratifiant que les slides. Mais non, mais alors, il y a cette énergie, toi, t'en es convaincu, et je pense que c'est super important que tu l'aies vécu et que t'en sois convaincu pour mieux le vendre, parce que osons parler de vente. Ouais. Mais du coup, avant que les gens te prennent une presta, peu importe laquelle, de respiration, comment toi, quel est le aha moment, le truc qui fait que tu vas vendre une presta de respiration là où tu as énormément de concurrence, les gens qui vont faire du yoga, de la sophrologie, quel est le truc? Le truc, c'est que tu viens tester une fois. J'ai un taux de fidélisation extrêmement important. Ok. Ce qui fait que tu viens une fois et ensuite, tu en parles autour de toi, tu reviens. Tu viens tester, ok. Exactement. Donc moi, mon enjeu, il est sur la session test. Ok. Super intéressant. Ça, c'est c'est presque un hack, tu vois. C'est une technique, c'est ok. Donc toi, tu offres une session. Alors, je fais des événements ponctuels. Ça peut être par exemple l'événement de Noël ou un événement pour fêter l'arrivée de l'été, etc. C'est des grands moments et j'invite effectivement toutes les personnes de la communauté à venir tester. Mais je n'offre pas systématiquement une séance. Okay. Et ça, c'est intéressant à dire. Et pourquoi est-ce que je saisis l'opportunité pour développer ici ? C'est que quand on est thérapeute, on a tendance à offrir des rendez-vous découvertes qui se transforment en consultation gratuite. Et ça, c'est un enfer énergivore pour les thérapeutes. S'il vous plaît, juste arrêtez de faire ça. Tu fais pas de rendez-vous découverte ? Je ne fais pas de rendez-vous découverte et mon calendrier n'est jamais accessible. Comment ? Alors, c'est quoi ton processus, ton tunnel de vente ? Ça, c'est intéressant pour tous les indépendants d'ailleurs. Oui. Parce que moi, je me pose la question, j'ai un calendrier, mais... le Calendly, j'ai un lien pour prendre rendez-vous pour ceux qui ne connaissent pas Calendly, et avoir un lien pour prendre un rendez-vous ouvert à tout le monde, parfois ça peut être à double tranchant, quoi, perte de temps. Ma messagerie sur LinkedIn et sur Instagram, elle est toujours ouverte. Si on a envie de me parler gratuitement, en fait, suffit de m'envoyer un message, et après en fonction du message, effectivement, j'y réponds ou pas, ou je choisis de répondre de la manière qui me convient, tu vois, mais je pars du principe que c'est déjà mon Calendly. Et ensuite, moi, mon cours découverte, il est à 20 €. Donc, si vraiment tu as envie de voir ce que je suis en train de faire, et ben en fait, tu t'inscris. Il n'y a aucune barrière à l'entrée et j'ai essayé de retirer le maximum de friction. Ensuite, il y a des abonnements mensuels qui se renouvellent. Et encore une fois, sans engagement. Tu viens, tu consommes, tu es convaincu. Si au bout d'un moment, tu as envie de partir, excellent. Et moi, souvent, je dis, moins je vous vois, les gens, et plus je sais que vous allez mieux, en fait. Donc moi, je suis heureuse de voir les gens arriver, partir, revenir de temps en temps, parce que ça leur fait du bien, tu vois. Et donc, quand on se décomplexe par rapport à cette peur de se rendre disponible pour justement... Parce que qu'est-ce qui se joue derrière dans la plupart du temps ? C'est la peur de manquer une opportunité. Oui. Et en fait, les opportunités, vaut mieux passer son temps à aller les créer, à aller se montrer, plutôt que d'ouvrir un calendrier pour se pointer. Et je vais te dire, en plus, d'un point de vue thérapeutique, une personne qui n'a pas pris un rendez-vous pour elle ne va pas avoir la même transformation pendant ce rendez-vous découverte, pas les mêmes attentes et donc pas les mêmes résultats. Et il y a des personnes qui... donc là, je parle pour les personnes qui ont l'habitude de consommer du gratuit, parce que je les vois beaucoup... Sarah, c'est quoi la différence entre tes cours et une méditation sur YouTube ? Mais en fait, quand tu consommes du gratuit, tu n'investis pas en toi. Donc en fait, ta méditation sur YouTube, elle peut te faire extrêmement du bien. Et heureusement qu'on a autant de possibilités sur YouTube aujourd'hui gratuitement. Mais quand tu te fais coacher pendant 1 heure par un professionnel et que tu as payé cet argent-là, tu viens et tu le fais vraiment. Et pendant 45 minutes, tu lâches rien, tu vois. C'est comme le sport. T'as des milliards de vidéos sur YouTube de sport. Et bah, faut vraiment vouloir et avoir une sacrée discipline d'allumer sa télé et de faire son cours de sport tous les jours devant YouTube, tu vois. Alors que quand tu t'inscris à ton cours de sport et que tu as un coach avec toi, c'est là où tu as les résultats, que tu progresses super vite. Et ensuite, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que à partir du moment où tu as compris un peu la mécanique, tu peux te faire confiance et tu consommes du contenu gratuit. Et le levier de l'argent est important, effectivement, c'est important, c'est à ne pas sous-estimer, les Américains sont un peu plus en avance là-dessus. Oui. Quand tu investis sur quelque chose, bah, comme tu as mis de l'argent, tu es beaucoup plus engagé et potentiellement, ça va beaucoup plus te bénéficier, c'est intéressant. Et je vais te dire même, aujourd'hui, je discute beaucoup avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, je me définis comme une entrepreneuse. Et donc, dans l'écosystème d'entrepreneuriat, mais les entrepreneurs me rigolonnaient quand ils voient que j'ai un cours à 20 €. Mais Sarah, t'es pas assez chère. Et moi, je dis, je sais que je suis pas assez chère. Mais ma mission,
elle est de mettre le prix qui va être aussi cher qu'un resto, parce que je n'ai envie de priver personne de ce moment-là. Et ensuite, oui, pour l'individuel, là, j'ai pricé beaucoup plus. Mais pour le collectif, je suis en train de suivre effectivement c'est beaucoup plus qu'une stratégie, c'est vraiment une réelle envie, tu vois, d'amener quelque chose. Et même si dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a cette tendance à dire « faut monter nos prix », en fait, oui, c'est vrai qu'on n'est pas assez cher. Mais dans le milieu du bien-être, il faut trouver le juste prix qui est en ligne avec et le business model, et ce qu'on a envie de faire réellement, sa mission, tu vois, ce pourquoi on fait les choses. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des coachs et des accompagnants qui pricent extrêmement cher et qui, sur le chemin, se perdent et ne savent plus pourquoi ils font les choses. Parce que cette course à l'acquisition et cette course à l'argent, parfois, elle a un peu éloigné de l'essence même de l'accompagnement. Je vois beaucoup, par exemple, d'entrepreneurs dans le bien-être ou d'accompagnants dans le bien-être. Au bout d'un moment, bifurquer coach business. Pourquoi tu fais ça ? Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui bifurquent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te plaît plus. Auquel cas, c'est OK, tu vois. Mais en réalité, est-ce que tu t'es réellement posé la question du business model ? Et c'est là où, tu vois, un vrai conseil avisé peut être extrêmement intéressant pour ne pas se perdre en route. Mais alors, ça fait une bonne transition. J'avais des questions sur t'as fait un truc quand même particulier. T'as créé ta méthode. T'as déposé, c'est ça le petit R, ça veut dire que t'as déposé Rhythmic Breath. Alors, bien, et je me demandais pourquoi. En plus, tu m'avais parlé, on avait échangé au téléphone, tu m'avais parlé du parallèle avec Zumba, etc. C'est intéressant, ça. Pourquoi, quelle est la place de la méthode déposée dans ta stratégie, tu vois ? Aujourd'hui, aucune. Aucune ? Aucune. Parce que c'est une marque, presque. C'est cool de faire ça quand même. Mais aujourd'hui, je parle en mon nom propre. Aujourd'hui, Rhythmic par la personne. Enfin, je veux dire, je vais te répondre tout de suite, c'est la contrainte du soloprenariat. Ouais. Si aujourd'hui, j'ai des budgets pub et j'ai des équipes en lan Zumba, j'ai pensé mon entreprise comme Zumba. C'est juste que je suis seule. Je suis seule avec mes 2 petites mains. Il y a une vision derrière, en fait. Exactement. C'est là où tu as capté le truc. T'as créé ta marque. Tu as prévu le truc. Exact. Aujourd'hui, c'est le début. Donc, en fait, comme ta marque n'est pas connue, c'est ton nom. Oui. Mais demain, potentiellement, ça va te dépasser, quoi. Oui. Sachant qu'on est en France et j'ai eu énormément d'échanges, tu vois, pour la protection, etc. En fait, on ne peut pas protéger une méthode à proprement parler. Et ce n'est pas un brevet technologique. Il y a des moyens un peu contournés, effectivement, de pouvoir tout écrire, sceller, s'envoyer un recommandé. Enfin, il y a des avocats spécialisés en propriété intellectuelle et j'ai eu la possibilité, tu vois, d'en consulter plusieurs. Et en fait, déposer une méthode ne protège en rien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si j'ai quelqu'un qui arrive à un cours, qui enregistre mon cours, en fait, demain, il peut juste réécouter, retranscripter, etc. Et c'est pour ça que le personal branding est important. C'est que tant que je ne suis pas Sarah, tu ne pourras jamais exactement refaire la même séance que moi. Et ça m'a libérée du coup de la peur. Et aujourd'hui, il est là. J'ai écrit toute la méthode sur un livre et du coup, il va être diffusé au grand public. Donc, j'ai rien, en fait, si tu veux, à protéger. Si ce n'est que la marque, si un jour elle prend vraiment, ça aurait été étudié, ça aura mûri de... Enfin, si à 40 ans, tu vois, j'ai vraiment créé Zumba et que je me retourne, je me dis, la Sarah de 30 ans, elle était quand même pas si conne. Est-ce qu'on peut remontrer le livre mieux à la caméra parce que tu le montrais, parce qu'on le voit pas bien, il est sur la table. Trop cool d'avoir l'exclu. C'est le premier livre physique là que tu as récupéré. Ah oui, je viens de passer là chez mon éditeur, Erol, et je viens de le récupérer et je l'ai à peine feuilleté, tu vois. Et ça y est, il est là, il est sur la table. Il est magnifique. Ça pose un peu le décor quand même d'avoir un livre. Du coup, ok, il y a une méthode. En fait, tu fais un truc intéressant, c'est que tu utilises ton personal branding à fond. Pour l'instant, tu t'exprimes en ton nom parce que tu as complètement compris que faire une marque, et ça, c'est un biais que beaucoup font d'ailleurs, ils créent une petite marque, un petit site. Et en fait, ils vont communiquer qu'avec le site ou la page entreprise, etc. Mais non, au début, tant que t'as pas une marque connue, il vaut mieux communiquer en son nom. En fait, c'est beaucoup plus puissant parce que c'est toi qui as le réseau au début, c'est tes connaissances, etc. Et personne ne connaît la marque. Et donc, tu communiques en ton nom, mais malgré tout, t'as créé ta méthode. T'écris un livre qui valide quand même un peu le truc. Et c'est un peu une stratégie à l'américaine. Ah ouais, j'en avais pas conscience. Tu sais, les Américains qui créent une méthode, qui la mettent dans un livre et...
je trouve qu'après, ça permet quand même à la fois d'aller au service de ta marque et de... Enfin, je sais pas si ça a été réfléchi comme ça, mais te donner vachement de crédibilité, par exemple, pour aller parler aux entreprises. Et je me demandais, tu vois, parce que on l'a dit et t'en as parlé, tu parles à une cible de particuliers qui vont payer 20 € pour une séance de respiration. Tu parles aussi à des entreprises. Est-ce que ça t'aide à parler aux entreprises, au B2B? Comment tu fais pour aller chercher des entreprises? J'adore parce que tu as déjà accompagné des personnes dans le bien-être et du coup, tu es un peu en train de décortiquer en live ma stratégie. Et ça, c'est genre, je pense que ça, intellectuellement, là, tu es en mode hyper stimulé. Ouais, j'essaie. J'essaye de décortiquer. Je réfléchis en même temps. Mais j'admire parce que ça, je l'ai pas vu faire. Je l'ai vu que aux States, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, des gens qui ont leur méthode, qui se donnent un nom, qui écrivent leur livre et ensuite, ils se font inviter dans des conférences avec leur... Tu vois, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de dire « Ah, c'est Sarah qui a Rhythmic Breath ». Et une entreprise, je trouve que c'est plus facile. Donc, je me demandais si ça t'aidait, quoi. Eh ben, écoute, le livre vient de... Là, il est même pas encore sorti, tu vois. Il sortira le 21 mars 2024. Je me perds toujours dans les années. Donc, 21 mars 2024, il sortira. Donc, je ne peux pas répondre est-ce que ça va m'être utile, pas m'être utile. Évidemment que je l'ai fait pour la crédibilité. Évidemment que je l'ai fait pour la diffusion. Et surtout, je l'ai fait parce que, encore une fois, c'était vachement aligné avec ce que j'avais envie d'apporter. Et ma mission, pour moi, ça a été un plaisir de l'écrire. Tu sais comment c'est arrivé en plus cette histoire? Aucune idée. Comment on écrit un livre édité chez Erol? Ouais, comment ça se passe? C'est une participante à l'un de mes cours. Ok. Elle est sortie les étoiles dans les yeux. Elle m'a dit, Sarah, faut que tu écrives un livre. Et je lui dis, mais Carole, oui, mais je le ferai quand j'aurai 45 ans. Qu'est-ce que tu veux que je raconte aujourd'hui? Et elle m'a dit, non, mais je te sens prête. Et après, je lui dis, là, franchement, cette année, parce que c'était l'année donc 2023, un livre, tu sais, ça prend 1 an. Ouais. Donc, l'année 2023, moi, j'étais en train d'écrire la méthode, de la déposer et de signer ma première salle de sport et je lui dis mais Carole, tu veux que j'écrive une méthode, un livre sur une méthode que je viens à peine de structurer, etc. Et elle m'a dit, tu sais quoi, écris-moi un sommaire. Et je me débrouille. Fine, j'écris un sommaire. Et là, tu vois, tout à l'heure, je t'avais dit notre passé, chef de projet, consultant, reconversion, etc. Ouais, là, ça sert. Chasse le naturel et revient au galop. Hein, mais mes automatismes sont revenus assez rapidement. Et du coup, j'ai réfléchi à un sommaire un peu comme une présentation. 3 parties. À l'intérieur de chaque 3 parties. Le livre, il est carré, parties, quoi. Tu vois. J'ai rendu un sommaire carré. Et après, elle est allée voir et on a eu 2 maisons d'édition qui se sont intéressées au projet. Et quand j'ai vu qu'il y avait 2 maisons d'édition qui se sont intéressées au projet, je me suis dit, bah écoute, si c'est hyper fluide, c'est le bon timing. Et ça s'est fait. Et donc, 2 mois après, j'avais signé le contrat et je me mettais à écrire. Et je n'ai jamais communiqué sur les réseaux sociaux, sur ce projet, avant d'avoir rendu le manuscrit final. Ok. Parce que c'était tellement dur de communiquer à la fois sur... Je donne des cours, je fais des événements, et en fait, je me suis dit, bon, je vais rester centrée sur ma com, et ce projet-là, ça va être un projet de fond. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a une injonction à être transparent, à tout partager, à annoncer les nouvelles, et je trouve que c'est sympa d'avoir quelques projets qui mûrissent en fond, dans le temps, et on n'est pas obligé de tout dire sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que ça met une pression en moins. C'est-à-dire que j'ai écrit mon livre sur des moments calmes, sur un mois d'août où j'étais en voyage, et sur des moments où j'ai déconnecté aussi, tu vois. Et être exposée, c'est génial, mais qu'est-ce que je suis beaucoup plus productive quand je suis dans ma bulle. Et donc écrire un livre aussi, c'est juste être dans sa bulle, poser ses idées. Et je pense que ça m'a donné de la force pour revenir et dire, bah, complètement assumer la méthode et aller de l'avant, tu vois. Ouais, ok, donc j'entends déjà dans le processus, ça t'a aidé à clarifier tes idées, à poser la méthode, etc. Mais quand même, t'as accepté de faire un livre, c'est un long travail, c'est 1 an. Oui, surtout qu'on gagne Quel est rien. l'objectif? Ouais, c'est en ça. En tant qu'auteur, c'était pas un objectif en fait, financier. quel est l'objectif, le réel objectif du livre pour toi? Diffusion de la méthode à l'américaine. Okay. Alex Hormozy du bien-être, si tu veux. Okay. Genre, ça paraît hyper bizarre. Je sais pas si les gens du bien-être ont la référence, mais en tout cas, les gens du marketing ont la référence. Tous les gens du marketing ont la référence. Mais c'est vraiment ça. Je me suis dit, mais en fait... C'est un socle, quoi. C'est un appui, c'est une crédibilité, quoi. Oui. Et puis, moi, l'exercice intellectuel aussi, je l'ai réellement apprécié. Mais c'est pas un objectif financier. Ah non, en tant qu'auteur, si tu as la notion ou pas, mais en tout cas, en tant qu'auteur, en général, sur un livre qui coûte une 20aine d'euros, on gagne entre 80 centimes et 1,50 €. Voilà. Ouais, non, mais important de le dire. C'est OK.
Et donc, dans ta stratégie, là, bon, si ça marche bien, je te le souhaite, tu vas gagner un peu de thunes, mais c'est surtout que ça va t'apporter potentiellement des relais presse, des relais médias et de la crédibilité pour aller peut-être pour aller augmenter ton audience ou diffuser la méthode. Mais justement, ça, j'imagine que ça t'aide pour les entreprises. Tu arrives auprès d'une entreprise, tu dis j'ai écrit un livre, ça... Ouais, Tu as déjà la méthode, ça je voulais savoir si ça t'aidait, tu vois. Parce que je sais que tu as fait des partenariats, par exemple avec Nike, etc. On se dit, attends, solo, t'es toute seule. T'arrives et tu t'accompagnes des gens de chez Nike. Qu'est-ce qui fait que, tu vois? je vais te répondre, c'est pas... je comprends la démarche. Je comprends la démarche de se dire, ok, plus je vais avoir des marqueurs sociaux de crédibilité, plus je vais augmenter mes chances de signer avec des grandes entreprises et en plus des gros contrats. Mais je t'assure que les opportunités que j'ai eues n'ont pas attendu que j'écrive un livre. Et les opportunités que j'ai eues, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues à mes cours et qui ont goûté. Encore une fois, en fait, on revient à quel est ton produit. Et si ton produit est bon, en fait, tu n'as aucune crédibilité à demander à personne. Donc, si tu veux... peut-être que là, ce serait rigolo de voir si mon nombre d'opportunités entreprises augmente parce que justement j'ai de la crédibilité. Mais moi, je vais dire là où par contre, je pense que le livre va m'être super utile en termes justement d'aspect crédibilité. C'est sur les conférences, c'est sur les interventions, c'est sur les interviews. Et c'est pour amener aussi de la matière quand on parle santé sur la thématique de la respiration. Ok. Un peu comme un kiné major mouvement, un peu comme aujourd'hui, tu as plein de créateurs de contenu en fait, qui sont spécialisés par métier. Et moi, c'est un peu mon rêve de... Je suis encore très loin, tu vois, d'un major mouvement. Mais j'ai quand même écrit des choses et j'essaie de faire les choses un peu sérieusement pour essayer de me rapprocher de cette expertise-là et de la diffuser au grand public. Donc, ce que tu dis, c'est que les entreprises, t'as pas eu une stratégie où tu as essayé de parler à deux cibles, même dans ta communication. Tu as continué à parler aux gens. Oui. Et c'est comme ça que tu es allé faire de l'entreprise. C'est en fait à travers des gens qui bossent en entreprise, etc. Okay. Exactement. Okay. Comment ça se passe aujourd'hui? J'écris un post sur LinkedIn. Très souvent... en plus, c'est rigolo parce que le côté frustrant de LinkedIn, c'est que les dirigeants souvent n'interagissent pas. Mais comme on est un peu câblé pareil au niveau de l'entreprise, je pense qu'en fait, au moment où ils scrollent, ils voient que la personne doit être un peu dans le... c'est-à-dire que ce que j'écris sur LinkedIn, en général, c'est cohérent. Donc en fait, ça pop quoi? Une fille, respiration, ça a l'air intéressant son truc. Et pour peu que j'ai bien bossé ma com sur quelques posts, y a un team building qui se présente et je reçois un petit MP. Okay. Sachant qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore activé le levier prospection. Je ne suis pas encore allée voir. Pas. Je ne prospecte pas, mais je n'ai aucun mal à dire oui, je vais peut-être aller prospecter de plus en plus parce que j'ai envie de travailler avec certaines entreprises. Moi, des boîtes comme, surtout les boîtes tech, mais elles sont tellement ouvertes au genre de pratiques que j'amène. Les boîtes qui sont axées sur l'innovation, sur la créativité, mais en fait, c'est des boîtes avec qui j'ai vraiment envie de bosser, tu vois. Et donc, je suis en train de lister les entreprises pour pas uniquement subir l'inbound. Parce que dans l'inbound, tu choisis pas trop. Aujourd'hui, c'est que de l'entrant. C'est vraiment des gens qui viennent à toi. Aujourd'hui, c'est que de l'entrant. Ok. Et t'es quand même bien occupé, j'ai l'impression, avec que de l'entrant. Mais je suis bien occupée, mais en fait, c'est parce que je suis pas... Là, ça, je vais le dire sincèrement, je ne suis pas très efficace non plus. C'est-à-dire que il y a eu un moment où ça, tu vois, c'est un peu les coulisses aussi. Je me suis un peu éparpillée entre B2C, donner des cours en ligne, aller dans les salles de sport et commencer à placer des cours et lancer. Tu vois, quand tu vas voir une salle de sport, il y a un effet de lancement. Le temps que les gens comprennent ce que tu fais, viennent tester, en parlent autour d'eux. Tu vois, il y a bien 3 à 6 mois de répétition, de cours pour se faire connaître sur un lieu. Donc, j'ai lancé la première, puis comme la deuxième. Et puis, il y a une salle de sport aussi avec qui ça n'a pas pris. Donc, en fait, j'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'énergie, tu vois. Et ensuite, j'avais aussi les entreprises, la création de com, l'écriture du livre. J'ai mon podcast que j'ai laissé tomber. Ça a été... du coup, tu vois, ça faisait beaucoup de choses à faire. Ouais. Et donc, je me suis dit... Je vais partir davantage sur le collectif, donc j'ai fait beaucoup moins d'individuels. Et c'est vrai que ça s'est fait au prix donc, d'une organisation un peu chaotique par moment.
Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de me dire peut-être diminuer un peu parfois le nombre de postes, mais faire plus de la prospection quali pour retrouver aussi une organisation qui me va bien, tu vois. Ok. Prospection B2B, quali, donc aller voir des chefs d'entreprise. Et comment, alors ça c'est une question que je me posais, comment tu parles à un chef d'entreprise de respiration? Comment tu lui vends ça? Et comment tu te différencies de ceux qui font de la méditation, de la sophrologie, enfin, de tout ce qui est déjà proposé aux entreprises? Faut pas parler outils, faut parler problèmes et solutions. Ok. Un chef d'entreprise, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est en général faire vivre une belle expérience à ses équipes, libérer la créativité à un moment où ils ont besoin de sortir un nouveau produit, faire vivre une expérience qui sort du lot et un peu hors du commun pour avoir un souvenir mémorable, parce qu'en fait, il vient de prendre son poste et il a besoin d'être mémorable auprès des équipes. Et du coup, tu vois, à aucun moment, j'évoque le mot respiration. Ce que je fais vraiment en entreprise, c'est presque un coaching d'équipe. Et derrière, que ce soit de la respiration, de la danse, de la méditation, de la cuisine, franchement, quand tu es dirigeant d'entreprise, entre guillemets, tu t'en fiches, pourvu que tu aies vraiment le résultat attendu. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, les dirigeants avec qui j'ai pu travailler, ils avaient des aspirations un peu complémentaires. Typiquement, ils prennent des douches froides. Donc, ils se sont à un moment ou à un autre intéressés à Wim Hof, qui, lui, a sa respiration Wim Hof plus douche froide. Ils font beaucoup de running ou de cycling. Et en fait, aujourd'hui, la respiration rythmique, c'est sur ce même principe de rythme, de cycle et de performance. Et donc, en fait, ils ont capté ça. Bam, donc ça parle. Ouais, toi, tu leur reparles de ça. En fait, ok. Je rentre dans leur monde. Tu rentres dans leur monde. Et c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc tu connais très très bien ta cible. Non, mais il n'y a pas de magie en fait. Je l'ai côtoyé. Il n'y a pas de magie et c'est important que tu parles de la distinction, enfin des couples fonctionnalité-bénéfice. C'est vrai qu'on est tous très tentés de dire moi je fais ci, ça, respiration, etc., etc. Et voilà tous les outils. En fait, c'est trop important de comprendre la personne qui est en face et de lui parler bénéfice d'abord en fait. Je vais faire en sorte que tu sois le gars qui fasse vivre un moment inoubliable à tes équipes, donc ils vont être engagés, tu vas créer des souvenirs avec tes équipes, ils vont avoir vécu un moment extraordinaire, vous allez vous sentir mieux et moins stressé, et pour ça, on va faire respiration, machin, et ça c'est dans un second temps, quoi. Exactement, vraiment l'outil vient en tout dernier, parce qu'il faut quand même pas qu'il soit étonné de respirer, mais c'est pas par là que la conversation démarre. Super intéressant, c'est vrai que c'est un super exemple, toi, le travail que tu as fait sur ta marque personnelle de tu sais, la création du monopole personnel. Je sais pas si tu en avais entendu parler. Ce concept. J'aime bien ce concept, mais c'est pas tout le monde qui arrive. Et ouais, le monopole personnel, concept, je crois que c'est de David Perel. Oui. C'est vraiment ton centre d'intérêt dominant, quoi, infini. Ta compétence la plus forte et un élément de personnalité fort aussi. Et en fait, sur chacun de ces trucs-là, il pourrait y avoir plein d'autres gens, mais à l'intersection de ces trois, il n'y a plus personne. Et toi, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui s'est estampillé respiration, même si tu fais plein d'autres trucs, mais qui a mis en dominance la respiration, qui a une compétence quand même très très forte en communication, en business, ex-consultante, etc. Et qui déploie cette énergie... je trouve, voilà, il y a cette énergie sur LinkedIn. Et merci pour le portrait flatteur. Non, mais dans l'intersection des trois, en fait, et c'est intéressant. Donc, tu as un super monopole personnel dans le sens où, du coup, je pense que en plus, avec le livre, la méthode, etc., pas grand monde peut te copier. Même si les gens peuvent copier ta méthode, en fait, pas grand monde peut refaire du Sarah Saïdi, quoi. Tu sais, l'année 2023, ça a été l'année de la libération des peurs. Et si j'ai vraiment compris un truc l'année passée, c'est quand on prend des décisions par peur, ce sont souvent des mauvaises décisions parce qu'elles créent de la tension et elles sont plus faites pour les bonnes raisons. Et quand on a peur de quelque chose, en fait, il faut se convaincre d'un autre endroit que peut-être qu'il y a une autre façon de faire ou une autre façon de négocier avec soi-même pour trouver une solution. Mais quand on est porté par de la motivation intérieure, des résultats et quelque chose qui est complètement libre, on est capable de faire de grandes choses. Alors que quand tu es porté par la peur d'être copié, la peur d'être concurrencé, la peur d'être jugé, ça crée, tu vois, là, rien que quand j'ai listé ces peurs, j'ai senti mon estomac se nouer parce que je les ai vécues au démarrage. Mais se libérer de ça, ça permet d'être soi-même et de valoriser, tu vois, vraiment l'interaction humaine en tant que telle et de se dire,
personne n'est mieux à être Sarah que Sarah, en fait. Donc, juste ça, je pense que c'est important de se faire confiance. Et c'est vrai que ma pratique m'a aidée parce que comme Oui, j'ai pris une petite casquette développement personnel aussi, parce que pour donner du volume, enfin du volume, tu vois, de la texture à mes cours de respiration, et ben en fait, des fois, je coach vraiment, tu vois, les gens à se oui. dépasser. Et en fait, je ne peux pas coacher un groupe à se dépasser si moi-même, tu vois, je ne suis pas dans cette démarche-là. Et donc, je pense qu'en faisant, j'ai grandi aussi. Et ça a été très... Enfin, c'est... Quand tu incarnes ton message, en fait, les gens le ressentent. Ça me fait penser à... Il y a une punchline, enfin une phrase, une citation que j'aime bien de Frédéric Lenoir. Enfin, c'est un gars qui écrit pas mal sur la philosophie. Et j'aime bien Spinoza. Enfin bref, il a écrit un beau livre sur Spinoza. Et dedans, il dit tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. Tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois. C'est qu'en fait, les grandes familles de sentiments et d'émotions, en vrai, elles découlent toutes soit de la peur, soit de l'amour, quoi. Oui. Et parfois, enfin, moi, quand j'essaie de prendre du recul, je me dis, attends, mais là, t'es drivé par des émotions qui peuvent être tristesse, j'en sais rien, colère. Oui. T'es drivé par la peur, là, ou t'es drivé par l'amour? Et en fait, c'est vrai que ça paraît simple à dire, mais en fait, à partir du moment où t'essaies de faire ce switch-là, bah, ça marche. Mais pour ça, il faut accepter d'aller suivre, d'aller creuser ses peurs et d'aller les affronter un peu et d'aller les suivre. Parce que souvent, il y a un cadeau derrière quand on va affronter ses peurs. Du coup, toi, c'est quoi ta plus grosse peur? Moi, plus grosse peur de toute ma vie, c'est la peur de l'échec. Ok. Donc, si tu regardes bien toute ma stratégie, c'est toujours éviter l'échec. Et l'échec, c'est quoi? Parce que derrière la peur de l'échec, c'est... L'échec, pour moi, ça peut être perdre à une partie de Monopoly, comme rater mon lancement là pour le livre, comme faire couler la boîte. Juste l'échec, c'est décider quelque chose. Et en fait, que cette chose que j'ai décidée se passe mal ou n'arrive pas ou à zéro résultat. Ok. Et quand on est dans cette peur de l'échec, alors c'est à la fois vertueux, mais aussi un poison. C'est parce qu'en fait, ça nous pousse à nous dépasser pour toujours réussir et trouver des solutions. Donc en fait, en termes de mindset, très souvent, la peur, je reconnais les entrepreneurs qui ont cette peur de l'échec, qui vont tout faire pour réussir, Ouais. mais drivés par la peur, tu vois, parce que je suis un peu... Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas... Quand je te disais c'est quoi Ouais. derrière, c'est que je comprends l'échec, Ouais. mais souvent derrière, il y a un rapport aux autres. Par exemple, moi, ma Ouais. peur de l'échec, elle est liée à la peur du rejet, en vrai. Je me dis, mais si j'échoue, je vais être rejeté. Il y en a, c'est la peur de l'abandon, d'autres l'humiliation, d'autres, etc. Moi, c'est un peu le rejet derrière, et je trouve que c'est toujours intéressant de savoir la vraie peur des gens derrière, parce qu'en fait, tu vas te comporter différemment, tu vois. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment le rejet aussi. Ok. L'humiliation, l'abandon, non, pas trop. Quand on regarde les 5 blessures, celle où vraiment Oui. je me dis, ah ouais, c'est peut-être celle qui me parle le plus, c'est effectivement rejet. Et oui, en fait, c'est là où tu vois que le marketing digital nous emmène quand même dans des endroits d'introspection qui peuvent être assez profonds pour comprendre son fonctionnement et pour pouvoir, du coup, monter sa réputation en fonction de nos apprentissages et de la manière, en fait, dont on arrive à bien faire les choses. Et pour bien faire les choses, on passe par ce genre de questionnement. On est parti quand même de marketing digital à philo, à modèle Ouais. de Mais développement. c'est un outil. Pour moi, la marque personnelle ou personal branding, mot ronflant, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas la communication à travers soi, Oui. Il y a un pilier identitaire dedans. Oui. Avant de parler de crédibilité et de visibilité, on en a beaucoup parlé, il y a qui je suis et qui j'ai envie de montrer de moi. C'est pas qu'une façade marketing, c'est un moment et on va montrer quand même une partie de la vérité. Pas toute, c'est impossible, puis c'est pas tout intéressant. Et donc, à mon sens, c'est un outil de dev perso. Parce que indispensable de passer par une certaine introspection pour communiquer de manière alignée. De toute manière, faut se connaître soi-même. Le départ, c'est soi. Donc c'est complet. Enfin, pour moi, c'est pas du tout perché de parler de ça, quoi. Ouais. On part de ses peurs, on part de. Et moi, c'est un voyage permanent avec ça, quoi. Et pour essayer de pas me perdre aussi. Je trouve que ce qui est intéressant aussi dans la marque personnelle, le fait de communiquer. Quand tu communiques, ça t'appartient plus. Et donc tu reçois forcément du feedback. Ça marche pas, les likes, on s'en fout. Mais et vraiment, est-ce que je me sens bien quand j'ai dit ça? Est-ce que les retours que j'ai, il y a un truc un peu imperceptible, intangible, qui fait que ça permet de prendre aussi de la maturité sur son image, et c'est constamment... Ah, mais ça fait grandir de ouf. Mais parfois, ça fait peur. Et toi, qu'est-ce qui t'énerve Du coup, tu fais un métier, une activité passion. Oui. Et pour vivre de cette passion, et c'est ce qu'ont du mal à faire beaucoup de gens qui bossent dans le bien-être,
tu communiques, tu vends et tu l'assumes. 50% de ton temps, c'est de la com. Qu'est-ce qui te... T'as dit que t'adorais ça, qu'est-ce qui te saoule le plus? Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la com? Sur LinkedIn, sur Insta. Je vais te dire, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait que ce soit pas prédictible. Tu vois, j'ai un côté créatif, entrepreneur, et j'adore le goût du risque et me mettre un peu hors de ma zone. Mais des fois, j'ai juste envie d'avoir des journées un peu tranquilles où je sais combien de personnes il y aura la semaine prochaine. Je sais que en fait, dans 3 mois, je vais avoir... Enfin, tu vois, un planning sur 6 mois. Le salariat ne me manque pas du tout. Mais à des moments de remise en question et de faiblesse, tu vois, quand tu communiques et qu'en fait, les posts prennent pas et que du coup, tu t'énerves et tu repostes encore, mais c'est encore plus nul. Et quand tu es dans ce genre de boucle, ça devient extrêmement compliqué d'avoir de la clarté mentale. Et ce qui me fait du bien, souvent, c'est juste je déconnecte. Je passe un week-end et ensuite, je reviens le lundi, tu vois, avec les idées claires. Ou alors, je reviens davantage dans le présentiel. Comme je suis sur le modèle Figital, donc et digital et physique, en fait, être avec des vrais gens sur un cours en présentiel me ressource beaucoup, parce que du coup, quand je reviens en ligne, j'ai moins cette colère envers un algorithme qui est en ce moment en train de changer, des codes qui s'évoluent, etc. Et tu vois, c'est cette notion c'est pour ça que je te parlais aussi de prospection. Je pense que c'est la seule chose que l'on peut prédire en fait quand on a un CRM qui est bien, donc un fichier client un fichier prospect qui est bien construit, etc. En fait, on peut tendre vers cette prédictibilité dans l'entrepreneuriat qui est par définition chaotique, alors que la communication en soi, c'est vraiment, c'est un peu une machine à laver, et c'est pour ça qu'on parle de montagne russe émotionnelle, quoi. Ouais. Et tu disais que tu déconnectes, tu bosses, t'es plutôt de genre, tu bosses tous les jours ou tu prends des week-ends, tu déconnectes un peu? Je bosse tous les jours. Il y a toujours le FOMO je poste plus donc je suis plus là. Et non, ça peut être la machine. Tu parlais de machine à laver, tu vois. Ça, tu arrives à t'arrêter? J'arrive à m'arrêter. J'arrive assez facilement à m'arrêter. Mais par contre, est-ce que je débranche vraiment ma tête? Non, parce qu'en fait, quand je m'arrête de communiquer, je vais penser au prochain flow, je vais penser au prochain cours, je vais penser à la prochaine playlist, au prochain projet. Et en fait, du coup, je suis toujours en stimulation quelque part sur le business. Donc, débrancher de la com, évidemment que oui. Ça, c'est assez facile pour moi. Mais par contre, débrancher business, là, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à mes cours parce que du coup, ils réussissent, eux, à débrancher pendant le temps qu'on passe ensemble. Ça leur fait du bien. Mais moi, du coup, pendant que je suis avec eux, je débranche aussi. Tu vois. Ok, et du coup, ça fait un peu des sas. Ça fait un peu des modes d'avion pour tout le monde, quoi. Ok, c'est ça ton sas. T'as d'autres sas? Parce que... c'est quand même un gros sujet, santé mentale, etc. Et surtout quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur ou à ton compte, comment je fais pour mettre des mini sas justement pour, ok, là, je repasse en mode perso, pour pas que le boulot, à un moment donné, même si c'est passion, et je pense que c'est encore plus dangereux quand c'est passion, tu vois, te suive partout, tu vois. Moi, j'adore ça, et parfois, ça me suit en week-end, ça me suit dans des moments avec la famille qui n'ont rien à voir, etc. Ça me suit en vacances. T'imagines, et tu vois, moi, je me fais des sas. Par exemple, je bosse de chez moi. Et un truc con, mais ça c'est dans le truc de tous les jours, c'est je vais marcher quand je finis ma journée, je vais marcher une demi-heure, mais je reviens chez moi. C'est plus un trajet entre, entre ma boîte et tu vois, c'est ridicule. Avant, j'aimais bien ce sas quand j'habitais Paris, je quitte le bureau et il y a un changement géographique et je marche. Là maintenant, je vais quand même le faire, mais voilà, toi, c'est quoi ton truc? 2 choses. 1, le sommeil. Pour moi, c'est non négociable, tu vois. J'ai besoin de dormir vraiment 9 heures par nuit. C'est-à-dire que vraiment, le boulot n'a jamais atteint la qualité ni la quantité de mon sommeil. Incroyable. Et ça, c'est... Je t'envie beaucoup. C'est vrai. Et écoute, c'est une compétence qu'on peut développer parce que je trouve que passer des nuits saines, mais vraiment des nuits de bébé, c'est tellement ressourçant, tu vois. Et on peut se dire, mais en plus, si ta motivation, c'est de faire plus, quand tu dors mieux, tu fais plus. Mais je suis entièrement d'accord. Mais moi, parfois, je me dis... Après une bonne nuit, moi franchement 8 heures je suis vraiment au top, tu vois. 8 heures, même allez 8h30 je suis vraiment au top, mais déjà 8 heures je suis au top. Mais ça arrive 1 ou 2 fois par semaine, enfin vraiment ça arrive vraiment rarement en fait. Et je me dis mais si j'étais tous les jours à me réveiller après un bon sommeil, mais en fait je pourrais déplacer les montagnes, sauf qu'en fait je n'y arrive pas. Enfin souvent le travail me fait réfléchir,
Comment on le travaille avec la respiration? T'as un petit tips pour moi? Je pense que le sommeil touche pas mal de monde. Donc... En fait, la respiration agit toujours en temps réel. Ouais. C'est le principe même numéro 1 en fait, du souffle. C'est-à-dire que plus tu vas travailler ta respiration à différents moments de ta journée, plus tu vas pouvoir apprendre en fait, à ton corps comment on peut fonctionner, comment on peut accélérer et comment on peut décélérer. Plus ça va être facile pour toi d'utiliser des petits outils qui vont t'aider à dormir. C'est pour ça que très souvent, les gens viennent me voir après avoir fait une crise d'angoisse, après avoir fait plein d'insomnie. Ouais. Et en fait, on réinstalle des choses exactement comme comment on s'alimente pour pouvoir avoir de bons repas. Donc déjà, avoir, tu vois, vraiment de bonnes bases. Donc là, c'est comment on respire en fonction de ses niveaux d'énergie pour avoir, en fait, pour refaire sentir à son corps qu'est-ce que c'est vraiment déconnecté. Et en fait, si ton corps renoue avec cette sensation de se sentir reposé, apaisé, etc., au moment où tu vas aller te coucher, au moment où tu vas fermer les yeux, il va retrouver cette sensation qu'il a déjà reconnue, tu vois, quelques heures auparavant sur justement un exercice qu'il avait fait. Il va pouvoir y aller beaucoup plus facilement. Et il y a un principe que j'adore, c'est la neuroplasticité, c'est-à-dire que plus tu recommences, plus tu vas emprunter un nouveau chemin. Et notre cerveau est très malléable. Plus on emprunte des nouveaux chemins et plus on est capable d'installer de nouvelles habitudes, moins on emprunte les anciens chemins et du coup, moins on passe par ces autoroutes. Ouais. Et donc, les autoroutes, c'est un peu les automatismes. Donc, en fait, si l'automatisme, c'est, par exemple, je sais pas, scroller sur Instagram avant de dormir, et ben, le petit sentier qu'on peut créer à côté, c'est peut-être prendre un petit moment pour, je sais pas, lire sur une liseuse ou regarder un film sur Netflix. Et donc, ça va créer en fait une nouvelle habitude. Et plus on va recommencer celle-ci, plus on va perdre l'autre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on installe et qu'on modifie de manière très saine et de manière très profonde, tu vois, des habitudes. Et, ok, ce que je comprends de ce que tu me dis aussi, c'est que... pour créer ce chemin, par exemple, avec des exercices de respiration, c'est plus je les aurais fait dans la journée, en fait, plus ça va influer le soir sur ma manière de m'endormir. Exactement. Et on va pas le faire en direct, là, mais il y en a un peu facile à retenir que je peux pratiquer, qu'on peut pratiquer dans la journée pour... Il y a la respiration du sommeil. Et ça on fait comment pour s'entraîner En fait, la respiration, c'est un peu comme la danse. En général, tu as des rythmes et tu as des pas. Donc là, je vais dire, c'est la respiration 4-7-8. C'est la respiration du Dr Vel. Donc on lui attribue cette respiration, mais bon, elle est disponible pour tous. Et donc, c'est 4 temps d'inspiration, 8 temps d'apnée, 4 temps d'inspiration, 7 temps d'apnée et 8 temps d'expiration, toujours par le nez. Toujours par le nez, tout par le nez. Tout par le nez et... toujours l'inspiration par le nez et tu peux faire des petites variations d'expiration par la bouche, tu vois, si ça soulage la mâchoire et que tu as l'impression que ça aide. Sur l'expire, en général, on aime bien juste souffler. Rien que souffler par la bouche, en fait, c'est un petit soupir et ton corps comprend qu'il est en sécurité. Ouais. Et tu te rends compte à quel point notre souffle envoie des messages en continu très subliminaux à notre corps. Plus tu es détendu, plus ton corps va avoir de la clarté mentale, il va se sentir bien. Plus tu es tendu, et en fait, plus il va... Donc, quand tu respires sur 4, 7, 8, ton corps ne va faire qu'envoyer des messages de sécurité à ton mental. Et en plus, pourquoi 4, 7, 8 ? C'est que 8 ans sur l'expire, c'est vraiment ta pédale de frein. Je te vois tester, j'imagine que toutes les personnes qui regardent ce podcast tester leur expiration. Et tu le fais combien de temps ? Parce que là, on a fait un cycle, mais ça, pour que ce soit genre, je le fais dans la journée, je le fais quoi ? Je le fais 2 minutes ? Je m'arrête, je le recommence. À partir de 2 minutes, ton corps commence à comprendre que tu es en train de modifier ton état de conscience et du coup de basculer un peu plus vers une relaxation. Il commence à cerner que tu es en train de créer un sas. Okay. À partir de 5 minutes, ça commence à vraiment faire effet. 10 minutes, là tu es vraiment en mode j'ai envie de compter les moutons, mes paupières sont de plus en plus lourdes et voilà. Et en fait, après 15 minutes, au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Ouais, non, mais ok. C'est déjà super de savoir qu'à partir de 2 minutes, parce que ça, c'est vraiment fiable, transportable, quoi. Je peux être n'importe quel moment de pause dans le métro, etc. Je peux faire 3 minutes, en fait, c'est possible. Et c'est pour ça que, en fait, c'est là où tu commences à capter le truc, c'est que moi, aujourd'hui, je me chronomètre même plus, je mets un son. Je mets une chanson et ça me motive. C'est comme quand tu cours. Oui, c'est une chanson. On le fait tous. Ajouter une musique juste pour faire ces petits pas supplémentaires et aller chercher 3 minutes de plus. Et c'est exactement pareil pour la respiration. Avec la musique. Ouais, c'est cool. Franchement, merci beaucoup, Sarah. Je suis obligé de... On arrive vers la fin de l'épisode. J'ai plein de questions, mais est-ce qu'il y a une question que j'aurais oubliée, que tu voulais que je te pose d'ailleurs ?
Une question que tu as oubliée? Non, je pense qu'on a donné un bon aperçu de business, respiration, santé mentale. Et si tu as envie de me faire un challenge au tac et que je réponde avec 1 ou 2 mots, avec plaisir, sur les quelques minutes qui nous restent. Waouh, un challenge au tac. Ok, challenge au tac au tac. en impro total. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer un truc dans le monde, tu ferais quoi? Je diffuserais de la musique partout où je pourrais. Si tu pouvais faire un déj avec quelqu'un, vivant ou mort? Les créateurs de Zumba. Les créateurs de Zumba. Ok. Quelle est ta musique préférée? Tous les sons de Hans Zimmer. Excellent. Hans Zimmer, Gladiator, plein de super films. Tous les films Dune, tu prends tous les films. Ah oui, il a fait les sons d'Interstellar. Oui. Incroyable, Interstellar. Quel est ton film préféré? Je regarde vraiment très peu de films et j'en ai pas. Si tu avais 0 contrainte, quelle vie t'aurais rêvé d'avoir si tout était possible, quoi? J'aurais ouvert mon propre lieu que j'aurais appelé la Breath House. Et j'aurais des gens qui viennent sans effort de communication, juste pour respirer tous ensemble, avec un super setup son, lumière. Et j'aurai avec moi des DJ qui vont animer les séances. Et j'aurai la possibilité de partager ça avec toutes les personnes que j'aime et toutes les personnes que je n'ai pas encore rencontrées, toutes les personnes qui viennent faire prendre leur petit moment bonheur ensemble, quoi. Merci, on a ta vision à 10 ans ou à 5 ans si tu vas très vite. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait la question de la passe décisive. À qui tu penses qui a une super bonne réputation, qui a créé une autorité dans son domaine, à qui tu pourrais faire une passe décisive pour venir sur ce podcast? Très bonne question. Alors là, te répondre du tac au tac. Elle est dure. Ouais. En fait, je pense que je vais penser à la personne qui nous a mis en contact et qui est salariée et qui communique. Et donc, qui a fait tomber les masques sur justement cette communication quand on est salarié, qui fait un métier qui n'est pas du tout sexy, mais qui le rend sexy grâce en plus à un podcast qu'il a développé. Et je pense que là, tout de suite, je te dirais, ouais, va voir Christophe Chen. Merci pour la passe D. Comment s'appelle ce podcast? Que des numéros 10 agiles. Et le mien? Bonne réputation. Voilà, parce qu'il y avait cette crainte au début. C'était le test de la fin. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de bosser avec toi, de t'envoyer un mot de remerciement suite à l'écoute de ce podcast? Ça me ferait énormément plaisir. Et je suis présente sur Instagram, Sarah avec 2 R, LinkedIn, Sarah avec 2 R, à la Fnac, Cultura, Décitre, Erol, Sarah avec 2 R, sur Google aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon site, mais comme j'adore écrire, et Google est mon ami. Je mets ton site dans les notes de l'épisode. Sarah a un super site. Merci beaucoup. Et puis voilà, et je suis extrêmement ravie aussi, toutes les personnes, de passer des moments dans la vraie vie avec des personnes où l'on respire ensemble, on vit des événements ensemble et on vit des moments mémorables. Et je sais pas, j'ai l'espoir que ce petit rêve est possible, tu vois. Donc, le marketing m'aide aujourd'hui à développer en fait l'aspect communication, mais c'est vraiment concrétiser un rêve, je dirais presque artistique, de ce que j'ai envie d'amener. Merci beaucoup. On peut remontrer une dernière fois ton livre, le premier exemplaire de ton livre, La respiration rythmique. Et d'ailleurs, je vais te le dédicacer, Mathieu. Tu auras le tout premier exemplaire. Merci, trop sympa. Waouh, trop bien. Voilà, je tiens le premier livre de Sarah. Trop cool. Je vais le dévorer, franchement, merci. La respiration rythmique de Sarah Saidi. Et ça aussi, je mettrai le lien. Tu me diras lequel lien je mets pour pouvoir acheter ton livre dans les notes de l'épisode. Okay. Et merci infiniment pour le partage. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir reçu sur un secteur qui en a cruellement besoin. Et bravo pour tout ce que tu fais. Et merci à toutes et tous d'avoir écouté jusque-là.